messieurs, bonsoir. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons comme tous les lundis dans votre magazine Sport à la Une. Entrée en compétition difficile pour les basketteurs sénégalais, largement battus hier par les Lituaniens avec 54 points d'écart. L'équipe de Moustapha Gueye devra se remobiliser pour faire face dès demain face à une autre très grosse écurie, l'Australie. La Fédération sénégalaise de football au secours de la Ligue Pro sous asphyxie financière. L'information est parue cette semaine dans la presse. Quelle est la nature de ce coup de main et sous quelle forme? Nous en parlons avec l'un de nos invités ce soir, Ablaye Sow, vice-président de la Fédération sénégalaise de football. Deux finales en junior, une enseignant en 2019, une place de quart de finaliste en Coupe du Monde des U20, une participation prochaine au Mondial U17 en octobre. Peut-on parler d'une année faste pour les équipes nationales du Sénégal de football ou d'une année qui passe encore avec un palmarès vierge? Son coup de colère samedi en Première Ligue a fait le tour du monde. Sadio Mané a-t-il trop accumulé? L'égoïsme de Salah, le favoritisme de Jürgen Klopp, mais surtout l'injustice du monde du football européen, absent du trio des meilleurs joueurs de l'UEFA. Il n'est pas non plus dans celui sorti aujourd'hui par la FIFA. À ce rythme, difficile d'avoir espoir pour le Ballon d'Or mondial. Nous posons le débat ce soir également avec notre deuxième invité, Salif Diallo, journaliste à l'agence de presse sénégalaise. Pour terminer ce magazine, nous retrouverons bien sûr Mamadou Ndiaye pour les buzz du web. Voilà pour le sommaire, c'est parti. Cher Tidiane, bonsoir. Bonsoir Roman Fatou, bonsoir à nos invités et bonsoir aux téléspectateurs. Ablaye Sow, bonsoir. Bonsoir Roman Fatou, bonsoir cher. Merci d'avoir accepté notre invitation. Salif, il en est de même pour vous. Bonsoir. Bonsoir Roman Fatou, bonsoir à tout le monde et bonsoir aux téléspectateurs de TFM. Voilà, sport à la une avec malheureusement une mauvaise nouvelle pour démarrer ce magazine. La disparition de Mamadou Sow, l'international sénégalais décédé hier des suites d'une longue maladie. Il avait 59 ans, ancien joueur de Dial Diop à Dakar. Le défenseur a fait également les beaux jours du Casa Sport de Ziguinchor qu'il a rejoint après le sacre du club en 1979. Né à Yara, mais définitivement attaché au club fagnon du Sud, Mamadou Sow a ensuite filé en Belgique au FC Bruges où il était devenu une grande icône. L'homme a pris part à aux deux campagnes africaines avec le Sénégal, Caire 86 et Sénégal 92. Mamadou Sow repose désormais au cimetière de Yara. Regardez ces images venues de Belgique où son ancien club Bruges lui a rendu un vibrant hommage hier à l'entame d'un match de championnat. Voilà, c'était à l'entame du match Bruges-Genk. Alors un petit mot avec également nos invités. Salif Diallo, d'ailleurs, vous avez aussi rendu hommage à cet ancien international via l'APS, Mamadou Sow, qui était une donc des figures emblématiques du Casa Sport, mais aussi de l'équipe nationale du Sénégal. Oui, en fait, encadrement à Ziguinchor et encadrement de façon générale, les gens oublient parfois que Théo n'est pas natif de la région sud du pays. Donc ce qui montre un peu la manière dont cette personne-là, ce footballeur, s'est incrusté dans la région, qui est devenu une icône, un modèle pour beaucoup de jeunes Ziguinchorois et de jeunes Casamancés. Je pense aujourd'hui, même au-delà de la Casamance, il trace une voie. Vous avez parfaitement raison, vous avez eu la belle idée de pouvoir montrer à Bruges qui est devenu un club typiquement sénégalais avec 5 internationaux sénégalais. Donc oui, c'est bien, il mérite de la nation. Je pense que oui, il mérite tous les hommages qu'on est en train de lui rendre. Moi, j'ai eu la chance de l'avoir vu jouer au Casa Sport et un peu en équipe nationale du Sénégal. Donc je connais la personne, comment la Casamance s'était attachée à cette personne. Ouais. Ablaye Sow, c'est vrai que pour les nouvelles générations, ce n'est pas forcément le footballeur le plus connu, mais peut-être pour vous aussi, est-ce que vous avez un témoignage à l'endroit de ce monsieur? Oui, même si vous me donnez apparemment l'air d'un jeune. Non, pas du tout. J'ai quand même vécu. J'imagine que vous le connaissez. Oui, absolument. Si Salif le connaît, forcément vous aussi. Personne ne peut être dans le football sénégalais sans connaître Mamadou Sow, qui est un modèle d'engagement, un modèle de sérieux, un modèle de combativité. Tout le monde se souvient de sa paire avec Roger Mendy, parfois même avec Racine Kane aussi. Et je crois que c'est le monde du sport qui a perdu, c'est le football sénégalais qui a perdu un homme de valeur,
nous devons prier pour lui et penser que sa mémoire sera perpétuée par les nouvelles générations qui vont incarner ces valeurs, surtout ces valeurs d'engagement et de patriotisme. Très bien. En mon nom, donc, tout le groupe Futurs Médias, bien sûr, présente ses condoléances à la famille de Mamadou Taw qui repose désormais au cimetière de Yarar. Nous parlons de football tout à l'heure, mais l'actualité brûlante, cher Tidiane, c'est évidemment ce championnat du monde de basket. Oui, avec les Lions du Sénégal qui n'ont pas résisté face à la Lituanie. Ils ont été défaits 101 à 47. Les coéquipiers de Maurice Ndour sont tombés sur plus fort que résumé de ce match qui s'est déroulé hier en Chine avec Modou Fall. Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever. Ta balance fait trop la gueule. L'écart de niveau était trop grand entre le Sénégal et la Lituanie. Une grosse fessée pour les Lions, dominés et malmenés dans tous les secteurs de jeu. La Lituanie a remporté les 4 cartons. L'équipe sénégalaise a montré ses limites dès les premières minutes avec une défense perméable qui avait du mal à contenir les assauts des Lituaniens, notamment sous la raquette où Jonas Valanciunas, 13 points, 11 rebounds, a réussi à imposer sa loi. 7 joueurs de la Lituanie ont inscrit au moins 10 points au moment où les Lions ont manqué beaucoup de paniers. Maurice Ndour, Babacar Touré ont inscrit chacun 8 points face à une défense agressive de l'équipe adverse. 101 à 47, soit un écart de 54 points et le score final. Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever. Ta balance fait trop la gueule. L'écart de niveau était trop grand entre le Sénégal et la Lituanie. Une grosse fessée pour les Lions, dominés et malmenés dans tous les secteurs de jeu. La Lituanie a remporté les 4 cartons. L'équipe sénégalaise a montré ses limites dès les premières minutes avec une défense perméable qui avait du mal à contenir les assauts des Lituaniens, notamment sous la raquette où Jonas Valanciunas, 13 points, 11 rebounds, a réussi à imposer sa loi. 7 joueurs de la Lituanie ont inscrit au moins 10 points au moment où les Lions ont manqué beaucoup de paniers. Maurice Ndour, Babacar Touré ont inscrit chacun 8 points face à une défense agressive de l'équipe adverse. 101 à 47, soit un écart de 54 points et le score final. Là, nous restons en Chine avec l'entraîneur sénégalais Tafa Gueye quand même qui a reconnu que l'adversaire était nettement plus fort que le Sénégal. Il a regretté la maladie d'un de ses pivots et Damadi Ndiaye aussi qui a accumulé beaucoup de fautes en début de match. Nous l'écoutons. On ne s'attendait pas à un score de 100 à 47, mais on savait que il faut être réaliste. La Lituanie est plus forte que nous dans tous les domaines. Mais n'empêche, je pense qu'on pouvait faire mieux que ce qu'on a fait aujourd'hui. Youssouf a des circonstances atténuantes, il était souffrant depuis quelques jours. Il ne s'est pas donné, Amadi a démarré, il a eu tout de suite des fautes. J'ai été obligé de le mettre Youssouf. Mais je pense que ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas eu la volonté, mais c'est parce que les joueurs en face étaient beaucoup plus agressifs et ils étaient dans le rythme du match, très tôt. Donc dès le début du match, on a couru derrière le score. Et contre une équipe aussi physique, aussi tactique à droite, ça ne pardonne pas. On ne s'attendait pas. Voilà, cher Tidiane, on peut dire que hier, nos Sénégalais ont été plus qu'en difficulté. Aucun d'eux n'a réussi à marquer plus de 8 points durant cette rencontre. Ils ont été agressés dans la bonne des manières, avec cette équipe lituanienne efficace aussi et très très à droite. Je pense que c'est un peu à l'image de toutes les sélections africaines présentes là-bas. Je pense qu'on reviendra sur le résultat, mais quand même quand on voit cette équipe du Sénégal jouer, on sent nettement qu'il y a eu des manquements dans la préparation. Je sais que tu avais tous ces problèmes. Je me rappelle, Salif, au lendemain de cette qualification, on parlait d'Adidas qui avait qualifié l'équipe et tu avais même rappelé ce qui s'était passé par le passé. Comme par hasard. Voilà, et on revit la même situation, une équipe qui a changé d'entraîneur 2 mois, 1 mois pratiquement de la compétition. Je pense pas qu'on pouvait faire mieux. Les résultats est là et demain on va rencontrer plus fort que nous encore. Il faudra essayer de limiter la casse.
Ouais, je pense que l'objectif de cette équipe-là, c'est difficile à dire, mais ça va être de préparer une éventuelle qualification au JO, ou bien enfin que le Sénégal gagne un titre majeur en afro-basket masculin, parce que depuis 1997, on n'a pas encore gagné de titre. Et bon, tu as parfaitement raison, les conditions n'étaient pas réunies. D'abord, on tire l'une des poules les plus relevées de ce tournoi-là. Ensuite, avec tout ce qui s'est passé, le renvoi d'Adidas, des problèmes de primes qui se sont posés, ainsi de suite, oui, l'équipe n'était pas dans les conditions optimales pour faire une bonne participation à cette compétition. Et puis les cadres aussi, qui n'étaient pas venus. Les cadres ou bien la tête d'affiche de cette équipe, Gorgui Sylla, qui n'est pas présent. Il y a eu Tako aussi qu'on a espéré et qui fait défaut. Quand même, on se dit que on n'a pas la meilleure équipe du Sénégal face à ces grandes nations rompues à la tâche. Le résultat est là, il est implacable. Par rapport à l'état d'esprit aussi et par rapport à la façon de jouer, les Sénégalais auraient pu être beaucoup plus solidaires. Et d'ailleurs, j'ai entendu Mohamed Faye le regretter, un manque de solidarité, un manque de jeu collectif aussi. Parce que bon, si vous regardez que ce soit Youssou Ndoye ou Amadi, ils étaient déjà à 3 foot au bout de la première période. C'est difficile quand vous avez 2 de vos pivots qui sont à 3 fautes au bout d'une période de résister. Et on a remarqué aussi que les Lituaniens, dès que les Sénégalais commençaient à un peu jouer, ils remettaient encore la gomme et les empêchaient de s'exprimer. Et donc je pense qu'aussi, en termes d'état d'esprit et d'attitude, il faut qu'ils rehaussent un peu leur niveau de jeu. Et surtout que le basket évolue. Le basket évolue. Vous savez, en NBA, la tendance, c'est d'avoir des pivots qui sont très forts sur les tirs extérieurs. C'est des pivots qui tirent à 3 points. Et on l'a vu hier avec cette équipe lituanienne. C'était des pivots extrêmement forts dans le jeu intérieur, mais aussi qui étaient très forts sur les tirs extérieurs. Et là, nous, on ne l'a pas. Nous, nos pivots, ils ne sont forts que dans la raquette. Et quand tu rencontres une équipe qui est extrêmement féroce en défense, ça ne pardonne pas. Et si vous ne réussissez pas les tirs extérieurs, je pense mais il ne faut pas oublier aussi la valeur intrinsèque de cette équipe de Lituanie là. Ouais. Les gens, on a poussé les Sénégalais à ne pas être solidaires. En face, il y avait une grosse équipe. La Lituanie, c'est le top 20 et le top 10 mondial. Et à Lituanie, la première discipline, ce n'est pas le football, ce n'est pas le hockey sur glace, c'est le basket. Ouais. Kaunas, l'équipe de Kaunas, tout le monde connaît. C'est ça. Hier, ils ont mangé du lion, entre guillemets. Exactement. Et demain, ce sera encore plus difficile. Difficile quand même d'espérer face à l'Australie, qui a annoncé comme l'une des équipes favorites de cette Coupe du Monde, qui a battu, on le disait la semaine dernière, les États-Unis en match amical. Après, on peut garder espoir, miser peut-être sur la Tunisie, qui a gagné un match dans cette compétition. Quel match? Contre l'Iran? Oui, c'est déjà bien. Au moins, les Tunisiens sont encore en vie. Mais quand même, là, je ne sais même pas si ça, c'est une bonne nouvelle pour le Sénégal ou pas, parce que quand même, cette victoire de la Tunisie, quelque part, nous met la pression. Parce que le Sénégal, vous l'avez souligné, va vouloir se qualifier pour les Jeux Olympiques, et c'est la première nation africaine qui va se qualifier pour les JO. Au classement général. Et à ce rythme-là, avec ces points et défaites accumulées, ça va être extrêmement difficile de faire mieux. Mais on va donner des résultats. Vous l'avez dit, la Tunisie, donc, qui a remporté la première victoire africaine dans ces championnats du monde. Cette équipe a battu l'Iran 79 à 67. Vous le disiez. L'Iran, peut-être que si on les avait joués, nous, on allait avoir une chance, mais malheureusement, on est tombé sur de grandes nations de basketball. Les autres représentants ont tous accumulé, enregistré leur deuxième défaite. C'est le cas du Nigeria, battu par l'Argentine. L'Argentine qui est également une grande équipe de basket, 94 à 81. La Côte d'Ivoire qui tombe face au Venezuela, 87 à 71. Et l'Italie également qui distribue des rousses dans cette compétition, qui a battu l'Angola 92 à 61 pour vous dire qu'il n'y a pas que le Sénégal le Sénégal a concédé le plus gros écart depuis le début de cette compétition avec 54 points. Donc il faudra que les Lions se réveillent demain et ce sera très tôt pour ceux qui aiment le basket. En temps universel, ce sera à 7h30, 15h30 en Chine. Donc voilà, avis aux amateurs. Demain 7h30 pour la seconde sortie de l'équipe de Moustapha Gueye. Et ce qui est regrettable, c'est que quand même, on se dit qu'on a fait un voire 2 pas en arrière. Parce que quand même, lors de la dernière Coupe du Monde en Espagne, le Sénégal, c'était quart de finale, mais avec 2 victoires quand même. Et on avait fait front face à l'Espagne. Lors du TQO,
le tournoi de qualification pour les Jeux Olympiques également, le Sénégal faisait front face aux grandes nations de basket. Et là, c'est comme si on se retrouve dans les années 90. Vous avez déjà évoqué les raisons. Hein. Il y a un problème de préparation, un problème de coach. Il y a eu beaucoup de choses qui expliquent qu'aujourd'hui, on est parti un peu en ordre dispersé, malheureusement. Voilà, pour l'actualité basket, une large parenthèse. On revient au football pour parler notamment d'une équipe, celle du Casa Sport, qui n'a pas été à la fête lors de la saison 2018-2019. Et donc, les dirigeants du Casa se sont réunis durant le week-end pour parler de changements, de mutations même, afin d'aborder la nouvelle saison sous de meilleurs auspices. Cela nous permettra justement, dans la foulée de cet élément, de parler des difficultés de la Ligue professionnelle de football. Cet élément est de Boubacar Diassi. Après une saison écoulée, pas brillante, qui est considérée comme un échec, le Casa Sport décide de complètement tourner la page. C'est ce qui ressort du comité directeur tenu à Ziguinchor. Le Casa Sport, c'est après tout le sport. On l'attend au niveau des résultats. Et la nouveauté, et c'est pourquoi le comité directeur s'est longuement penché là-dessus. Parce que la saison prochaine, il va falloir que les choses changent. Les choses changent à partir du rapport technique que nous avons reçu des techniciens qui ont fait le diagnostic de la saison avec les points forts, il y en a très peu, et surtout les points faibles. Et c'est sur ces points faibles-là que le comité a voulu surfer en rapport avec la nouvelle dynamique technique avec les partenaires pour véritablement voir dans quelles conditions il va falloir renforcer l'équipe qualitativement par rapport à la saison à venir. Ce même comité directeur s'est penché sur les préparatifs de la commémoration du cinquantenaire du Casa Sport. Nous avons estimé, le Casa Sport, qu'il était important de célébrer les 50 ans de ce club. 50 ans pour passer en revue le parcours au plan sportif, au plan social d'une équipe qui s'appelle le Casa Sport. Nous avons pensé qu'à travers le cinquantenaire, qu'il fallait mettre l'accent, entre autres, sur le membership, c'est-à-dire que l'attachement, l'adhésion, le cachet populaire, renouveler, renforcer l'appartenance des uns et des autres au Casa Sport. Le Casa Sport s'était fixé comme objectif d'être dès 2020 l'un des clubs les plus performants du Sénégal. Après une saison. Voilà, donc de nouvelles intentions pour une nouvelle saison, sauf qu'on est un peu dans l'expectative, Salif et Ablaye. On n'a pas de date de démarrage de compétition. On sait pourquoi, parce que la Ligue connaît des difficultés financières au bout de 10 ans d'existence. Est-ce qu'on pouvait s'attendre à un tel schéma après 10 ans d'existence? En fait, oui, je dirais oui. Parce que en fait, quand on voit ce qui se passe dans les autres pays, c'est vrai qu'eux, ils ont, ces pays-là, vous me direz, ils ont une histoire par rapport à la Ligue professionnelle. Mais il y a des b.a.-ba qu'il faut poser d'abord, avant de démarrer une ligue professionnelle, ça c'est clair. Quand vous prenez, il y a forcément un diffuseur, il y a des sponsors, il y a le merchandising, après le ticketing. Mais d'abord un diffuseur. Quand le peu de temps qu'on a fait dans les autres pays africains qui ont pu développer une ligue professionnelle, moi j'ai eu la chance d'être allé en Tanzanie en avril passé, il y a une chaîne de télé qui paye les droits, ainsi de suite. En Côte d'Ivoire, ça commence à donner un peu grâce à une chaîne de télé que tout le monde connaît. Donc, pour que la Ligue professionnelle vraiment puisse prendre son envol directement, ils ont besoin de ce diffuseur-là. Ils ont contracté avec Startime, tout le monde sait ce qui s'est passé. Bon, jusqu'à présent, ça ne va pas comme on l'aurait souhaité. Je pense que le préalable, il faudrait qu'il y ait ce diffuseur-là. Après, ce que la fédération a fait, c'est je ne dirais pas un pis-aller, mais c'est une situation, c'est conjoncturel. Mais pour que structurellement ça passe, il faudrait forcément que les b.a.-ba là, on pose ces jalons-là avant pour avoir vraiment un football professionnel digne de son nom. Alors justement, qu'est-ce que la fédération a fait actuellement de manière conjoncturelle? Parce qu'on en parle depuis presque une semaine que la fédération vient au secours de la Ligue Pro. Vous êtes le mieux indiqué pour en parler. Je ne pense pas que le terme approprié soit la fédération au secours de la Ligue professionnelle. L'État, c'est l'État qui a délégué la gestion du football à la Fédération sénégalaise de football. Et je vous me permettrai d'avoir l'expression, la fédération a sous-délégué le football professionnel à la Ligue de football pro, qui a une personnalité juridique, c'est vrai,
mais qui est un démembrement de la Fédération sénégalaise de football. Qu'il y ait des rapports d'échange et de complémentarité, et cela a toujours existé. Ce n'est pas simplement cette année. Depuis que la Ligue de football professionnel existe, elle a toujours eu l'appui, l'encadrement, le soutien de la fédération qui est d'ailleurs dans son devoir. Mais ce que je voudrais préciser, c'est que, Salif l'a dit tantôt, il y a des éléments qui manquent encore à une bonne organisation d'un football professionnel. C'est-à-dire d'abord un diffuseur. Il y a eu des problèmes avec la RTS après StarTimes, jusqu'à présent c'est un peu bloqué. Il faut travailler à débloquer cette situation ou bien à trouver un bon diffuseur. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu une tare congénitale. La tare congénitale, c'est que l'État a toujours dit que le football professionnel n'a pas de base au Sénégal, base légale. Parce que dans la charte de sport, on dit que le football est amateur. L'État est resté sur cette position depuis lors, même si l'État organise de fait. Mais l'État est resté sur cette position. Et ce qu'il fallait, comme point de départ, il fallait un appui puissant de l'État pour accompagner ces entreprises. Parce que ces clubs-là devaient être normalement une entreprise. Mais Mamfatou, si nous devons faire une analyse objective, quelle est aujourd'hui la différence entre un club professionnel et un club amateur? C'est-à-dire que d'un jour, c'est le même mode de fonctionnement. D'un jour à l'autre, Kaffrine peut être pro et comment ça s'appelle, Pikine se retrouver dans le système amateur. C'est les mêmes modes de gestion. Et c'est ça une réflexion osée qu'il faut faire. Il faut aller vers des mutations. Il faut savoir poser le problème là où il faut le poser et non pas le poser en termes de chantage, de pression. Ça ne donnera rien du tout. Parce que, en vérité, vous dites que oui, la Ligue n'a pas choisi la date de démarrage. La date de démarrage d'un championnat, des championnats au Sénégal, n'a jamais été fixée par la Ligue. La Ligue, ce qu'elle peut faire, c'est d'organiser dans les délais qui sont définis par la fédération. Donc vous voulez dire que la Ligue, quelque part, met une pression sur l'État et peut-être la Fédération sénégalaise de football. La fédération va se réunir le mercredi prochain et va arrêter les dates officielles. Très bien. Chaque organisme, chaque structure a l'obligation de se conformer à ce schéma. Maintenant, encore une fois, je n'ai pas dit, et de manière très claire, fini d'ailleurs sur ce sujet, il y a la pression. Non, vous savez, la pression, chacun utilise ses méthodes. Mais l'essentiel, c'est de savoir que ce football-là obéit à des règles. Et chacun d'entre nous rendra compte d'une manière ou d'une autre. Et donc, forcément, il faut qu'on ne se prévale pas de sa propre turpitude. Mais ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que les choses fonctionnent pratiquement de cette manière depuis l'avènement du football professionnel. Et là, ce que je voudrais savoir, où se situe le problème pour le démarrage de ce championnat? Est-ce que ce sont les clubs qui ne peuvent pas, ou bien c'est la Ligue en tant que... Il n'y a pas encore de problème. Nous, on a toujours démarré au mois de... Tu permets un peu, moi, en fait, je ne comprends pas. Quand tu me dis tout de suite que Kaffrine peut se retrouver... Mais en fait, oui, si Kaffrine veut être un club professionnel, il crée une entité, une société. Ils ont obligation. Quand on veut prendre part au football professionnel, on crée. C'est ça que la loi dit. Maintenant, les gens font jouer sur les termes. Effectivement, beaucoup de clubs dits professionnels fonctionnent sous forme d'ASC. Or, c'est pas ça. Bien sûr. À la base, il doit y avoir une association sportive. Comme ça que ça fonctionne depuis 10 ans. Mais c'est pas ça. Ça ne peut pas prospérer. Et ensuite, pour finir, la fédération n'a pas vocation à injecter de l'argent dans le football professionnel. Il peut y avoir des accords, mais dans tous les pays où ça marche, c'est tout à fait le contraire qui se passe. On est dans une situation où les choses ne marchent pas normalement. Les choses ne marchent pas, oui. Parce que c'est Ablaye, c'est le premier préambule qu'il a posé. Je suis parfaitement d'accord avec lui. Normalement, ça devait être l'inverse. C'est ça. C'est-à-dire que c'est le football professionnel qui doit financer. Et si nous faisons le cumul, certains disent oui, la fédération n'a pas beaucoup fait pour la Ligue de football professionnel. Ce n'est pas même normal de poser ce débat. Mais même ce qui est fait entre 2017 et 2019, nous avons presque injecté plus de 500 millions dans la Ligue de football professionnel, dans le fonctionnement. C'est-à-dire subventions au club, appui à la Ligue pour faire face à ces obligations, mais aussi paiement d'honoraires d'arbitre. Il y a un certain nombre de questions qui doivent être posées et des solutions structurelles trouvées. Voilà. Mais justement, il y a certains présidents de clubs qui disent qu'il faut faire des assises. Du football. Peut-être qu'il faut commencer par la base. Lui, il pose pas laissez-moi terminer, s'il vous plaît. C'est-à-dire que vous posez un problème en disant que tu es un peu étonné du changement de statut du club amateur au club professionnel. Mais ça ne pose aucun problème. Qu'est-ce que cela pose? On vous dit, si vous devez être club professionnel, d'abord il y a les critères sportifs. Il faut vous qualifier. Il faut être champion de la Nationale 1. Si vous êtes champion de la Nationale 1, il y a un cahier de charge. Et dans ce cahier de charge, il vous demande de créer une société anonyme ou une société responsabilité limitée. Ça, au Sénégal, en 48 heures, on peut faire ces sociétés. Donc, c'est des choses que nous pouvons contourner très facilement. Mais ça ne change en rien la structuration de nos clubs.
Aujourd'hui, il y a un problème de vie de nos clubs. Aujourd'hui, l'AS Kaffrine, si Ablaye Sow n'existe pas, le club n'existera pas. Et c'est ça la vie de presque de 90% de nos clubs. Et c'est le danger qui menace nos clubs. Ablaye Sow, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, les présidents de Ligue 1, de clubs de Ligue 1, tirent la langue. Ils disent qu'ils n'en peuvent plus. Donc aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas aussi une manière de dégager votre responsabilité en parlant de structuration, alors que la situation prévaut depuis 10 ans? Du tout. Ça veut dire que moi, ce que je dis, il faut avec l'État. Parce que dans nos pays, dans les pays africains, l'État est le premier mécène de tout sport. C'est une réalité. À part les pays maghrébins, même ces pays maghrébins, il faut voir ce que les États font là-dedans. Donc, il faut, avec l'État, définir le type de football professionnel que nous voulons et l'accompagnement qui c'est. Parce qu'aujourd'hui, l'État, non, nous avons quand même de très bons rapports avec l'État. Aujourd'hui, l'État accompagne le secteur privé dans tous les domaines. Le secteur privé du sport, c'est le football professionnel. Mais pourquoi le football professionnel n'a pas de soutien de l'État? C'est la question qu'on pose. Pensez une seule fois que la Ligue de football professionnel doit vivre sur les subsides de la fédération est une courte vue. C'est même n'avoir pas de vue, en vérité. Parce qu'en vérité, si vous me dites que les clubs professionnels tirent la langue, mais les clubs amateurs, ils tirent quoi? Non, mais bon, vous êtes amateur. Vous êtes amateur. Non, mais c'est les mêmes charges. Vous êtes amateur. Au fond, c'est les mêmes charges. Attention, moi, le club, non, attention, moi, je suis président de club. Je sais ce que je vis. Vous dépensez pas 100 millions par an. Mais c'est pas tous les clubs de football professionnel qui peuvent dépenser 100 millions. Bon, il y en a 2 ou 3 ou 4. Ils annoncent tous un budget de 100 millions à l'année. Les clubs de Ligue 1. Je préfère dire la vérité. Aujourd'hui, moi, à AS Kaffrine, j'ai été de la Ligue professionnelle. Je me suis retrouvé à la Ligue amateur. J'ai des charges fixes à des joueurs que tu dois payer, que tu dois déplacer, des primes que tu dois payer. 80% des clubs amateurs payent des salaires. Des salaires et paye même des primes. Donc là n'est pas le problème, c'est le statut du club sénégalais. Ablaye Sow, quand on a fini de dire tout ça, aujourd'hui il faut trouver une solution. Parce que si vous donnez des dates officielles et que les clubs, d'après ce qu'on a entendu, décident de boycotter le démarrage de ce championnat, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. J'ai pas entendu une seule fois. Mais ça se dit. Il y a une rencontre. Et vous le savez très bien qu'il y a certains présidents de clubs, moi je vous le donne, je vous donne l'information, il y a certains présidents de clubs qui sont prêts à ne pas démarrer ce championnat parce qu'ils n'en peuvent plus, ils n'ont plus de ressources financières. Vous savez, dans toutes les sociétés du monde, il y a aussi une entreprise qui ne peut pas fonctionner, mais à la fin, ça aussi c'est la responsabilité des uns et des autres. Il ne faut pas aussi, comme je l'ai dit tantôt, le mal, il faut aller le soigner. Et il faut prendre des thérapeutiques valables. Sinon, on va recommencer la même chose. Je dis, la première équation, c'est de nos rapports avec l'État. L'État doit prendre une mesure politique de soutien au football professionnel, de l'encadrer, et d'abord en adoptant nos textes, ça c'est la première étape. Et la deuxième, c'est que nos clubs aussi doivent aller chercher les moyens qu'ils ont. Et quitte à se retrouver même avec 10 clubs, 10 clubs pour compétir. Mais qui doit sévir? Qui doit sévir à ce niveau-là, justement? Le cahier des charges, on en parle depuis. C'est la fédération et l'État du Sénégal. Mais à condition que l'État veuille aider. D'abord, je crois, moi, fondamentalement, qu'il nous faut avoir cette direction générale du contrôle. DNCG. Il faut qu'on y arrive. Après ce contrôle-là, mais ce contrôle doit être précédé de certaines mesures d'accompagnement qui doivent être décidées à un niveau. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a la volonté, on ne peut pas se dire au Sénégal qu'il n'y a aucune télé qui diffuse nos matchs. Et on veut que ces matchs-là attirent de l'argent. Dans quel pays du monde on peut le faire? Ce n'est pas possible. Et ces mesures-là, tant qu'on n'a pas, on pose de faux problèmes. On revient d'une Coupe du Monde ou bien d'une Coupe d'Afrique, on dit ouais, il faut que l'argent de la fédération revienne. Ça c'est un petit débat. Et les clubs qui ont une perspective ne doivent pas lorgner cet argent. Avant de rebondir sur cette question, parce que quand même cet argent, il faut que les gens l'utilisent à un moment donné. Alors, je veux faire réagir Salif. En fait, il faut qu'on change de perspective. Quand je dis que en fait, l'argent de la fédération n'a pas vocation à donner de l'argent au football professionnel, c'est dans ce sens-là. Il faut qu'on change de perspective. On dit que l'État doit aider. Qu'est-ce qu'on a mis devant l'État pour que l'État aide? Par exemple, donnons l'exemple de la Côte d'Ivoire à un certain moment. Qu'est-ce qui a été fait là-bas? L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, au temps de Gbagbo, avec Mamadou... Non, qui était au FPI après Mamadou Koulibaly. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voté des lois sur la cigarette et l'alcool. Ils ont fait des péréquations. Une partie allait au sport. Un pourcentage allait au sport. 50% de ceux qui allaient au sport et allaient au football.
C'était au temps du président Cheikh Anouma. Ils ont fait ça. Aujourd'hui, non, attends, je vais continuer mon... C'est ça qu'il faut proposer à l'État du Sénégal. Est-ce que c'est possible? Ensuite, il y a autre chose. Le débat, on est pollué par des débats autour du gaz, du pétrole et maintenant du fer. Qu'est-ce que... Quand même, le football, qu'est-ce qui pratique le football? C'est la jeunesse de ce pays-là. On dit que cet argent, ces ressources-là, c'est pour la jeunesse de ce pays-là. Qu'est-ce que les gens du sport proposent en termes de pourcentage pour que ça puisse revenir au sport? Je pense que ça, c'est des propositions qu'on aurait pu faire à l'État. La dernière fois, le président de la République, le candidat Macky Sall, a été reçu par le monde du sport. Qu'est-ce qu'ils lui ont proposé? J'espère que les gens l'ont vu. Je pense que avec ces propositions concrètes-là, peut-être les choses, les lignes vont bouger. Parce que déjà, il y a cette histoire de Star Times qui est là. Ça aussi, c'est un gros souci. Ça aussi, je pense que le problème se trouve à ce niveau. Justement, là aussi, moi, j'interpelle le vice-président de la fédération. C'est-à-dire, quand il y a la Ligue Pro est en face de certaines difficultés, vous parliez tout à l'heure de démembrement de cette fédération, on n'a pas le sentiment que la fédération soutient. Mais soutien à quel niveau? Je vous ai parlé tantôt du soutien financier. Même du soutien administratif. Non, mais bon, c'est un soutien que vous faites un peu à demi-mot. Vous ne voulez pas, en fait, légitimer ce soutien-là. Non, si, absolument, absolument. Il y a eu des rapports, quand même, comme je l'ai dit tantôt, des rapports de collaboration étroite entre la fédération et la Ligue. Si la fédération ne le voulait pas, ça aurait été autrement. Mais ce que je veux dire, il a tantôt dit que qu'est-ce que les clubs, qu'est-ce que le football offre à l'État pour que l'État puisse mettre. L'État, Salif. Des milliers d'emplois, ils le disent tous les jours. Ces jeunes-là, on les des centaines de personnes. Dans la rue. Donc, c'est quand même des pourvoyeurs d'emplois. Attends. Quand je dis qu'est-ce qu'ils proposent, je veux dire en termes de propositions concrètes. Qu'est-ce qu'ils veulent demander à l'État? Par exemple, ça, par exemple. De l'argent. Non, je donne un exemple concret qui a été fait, qui a réussi à un certain moment en Côte d'Ivoire. Sur la péréquation sur l'alcool, est-ce qu'au Sénégal, ça peut se faire? Est-ce que l'argent, on parle beaucoup de pétrole, de gaz et maintenant de fer au Sénégal. Est-ce qu'on peut faire quelque chose dans ce sens-là pour aider le football sénégalais? C'est ça que je demande. Parce que le problème, ce n'est pas ponctuel. Je suis convaincu que ce n'est pas ponctuel. Aujourd'hui, on peut gommer, on peut donner 200 millions ou 100 millions parce que peut-être... non, pas peut-être. La fédération a de l'argent. Il peut le faire. Par contre, il a dit quelque chose dans le cadre du partenariat. Moi, je n'ai pas compris. Jusqu'à présent, je ne comprends pas. Il y a une société de téléphonie mobile, pour ne pas faire de publicité, qui est le sponsor leader de la Fédération sénégalaise de football, qui était à un certain moment sponsor de la Ligue sénégalaise de football. Maintenant, on ne voit pas. Elle continue à accompagner la Fédération et les Lions, mais on ne les voit pas à côté de la Ligue professionnelle. Ça aussi, ça me pose un problème. Moi, j'ai envie que tu répondes si tu as la réponse à cette question-là. Cette solidarité, justement. Parce que le football je reviens sur deux aspects. Le premier aspect, ça, vous avancez sur des pistes de discussion avec l'État. La péréquation, l'impôt. L'État aussi vous dira en contrepartie, il faut payer les impôts, il faut faire les cotisations sociales. Toutes ces questions-là doivent être abordées un jour ou l'autre. Mais fondamentalement, il y a autre chose, il y a différentes pistes. Aujourd'hui, moi, je fais partie de ceux qui croient que les sociétés nationales devaient être derrière les clubs. Pour moi, une société nationale qui veut avoir une bonne visibilité devait aller vers des clubs. C'est facile de le dire ainsi, mais est-ce que ces clubs-là aussi ont cette transparence dans la gestion pour quand même attirer ce... C'est pourquoi je dis qu'il faut aller vers une discussion franche avec l'État et la fédération, que toutes les trois parties s'assoient et regardent le modèle de notre club et ce que nous voulons faire de ce football professionnel. Mais l'État a le pouvoir, quand même, et la force de pouvoir contraindre certaines sociétés nationales. Et ces sociétés nationales, au lieu d'attendre l'équipe nationale qui joue en finale pour mettre des banderoles partout dans la ville et mettre de l'argent à gauche et à droite, il faut qu'on structure cet appui au football et au sport. Si on le structure, on arrivera à des résultats. Maintenant, il est évident que la Ligue de football, comme je l'ai dit tantôt, a une personnalité juridique qui est propre, qui lui permet d'avoir ses initiatives. L'initiative de Star Times, il faut dire la vérité, que c'est une initiative personnelle de la Ligue de football professionnel. La fédération n'a pas été associée en amont. Et aujourd'hui, dans les discussions que nous avons voulu prendre en charge, qu'on discute de cette question et qu'on sache où se trouvent les blocages. Le blocage n'est pas simplement dans la démarche, mais aussi il y a des difficultés avec l'État du Sénégal à arriver de cela. Parce que quand on engage certains contrats qui enjambent des nationalités, il va falloir que l'État soit regardant. Et ces questions-là, c'est des équivoques qu'il faut lever. Et on ne peut pas, comme l'a dit Salif, sur ça je suis parfaitement d'accord avec Salif, on ne peut pas développer le football sans un télédiffuseur. C'est pas possible. Mais aujourd'hui encore, je vais me répéter, mais la situation urge. Donc vous avez parlé d'aide, de soutien et autres.
C'est vrai que les clubs de Ligue 1 le disent, vous avez des rentrées d'argent au niveau de la Fédération sénégalaise de football, peut-être que vous pouvez donner un coup de main. Oui, absolument. D'accord, de manière très concrète. D'accord, très bien. Mais à ce niveau-là, qu'est-ce que vous allez faire? Oui, je vous ai dit tantôt, non, j'ai dit déjà. Parce que vous avez parlé de subventions de 500 millions, mais c'est sur une période très très longue, non? Non, pas du tout, c'est sur 2 ans. C'est sur 2 ans, on a mis 500 millions pour 28 clubs. Dans la fédération, c'est 387 clubs. Les clubs de la Ligue professionnelle tirent la langue, mais aussi nous tirons la tête. C'est pas seulement la langue, nous tirons la tête, les oreilles et tout. Les clubs amateurs aussi existent. Et dans le Goudom chez lui, il y a quand même des clubs qui existent et qu'il faut organiser. C'est notre vocation d'organiser le football amateur. C'est pourquoi il faut arriver à des équilibres. La fédération avait dit, les rentrées de la Coupe d'Afrique comme de la Coupe du Monde seront investies à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est les clubs. Tous les clubs du Sénégal obtiendront quelque chose. Mais la Coupe du Monde, c'était en 2018. Hein? Ouais, mais la Coupe du Monde, les gens ont reçu 4 millions pour la Ligue de football professionnel. Chaque club a reçu 4 millions. Mais 4 millions, attendez, c'est 100 millions. Attendez, c'est 100 millions. Un club qui a un budget de 100 millions. Non, mais je dis, ce n'est pas ma vocation. Si j'apporte même un franc, c'est une participation à leur fonctionnement. Non, c'est vrai. Ça, il faut être clair. Et ensuite, qu'est-ce que nous avons gagné? Si en 2 ans, on met 500 millions, à la Ligue de football professionnel qui fait 28 clubs, et le reste du football, c'est 14-14. C'est 28 clubs, et le reste du pays. Comment sur 2 ans, ça nous a pris 500 millions. Donc, et ça, je considère que c'est une mauvaise solution. La perfusion de la fédération ne peut pas être permanente. C'est ça, elle ne peut pas être permanente. Et dans les grands championnats, quand même, on voit ce qui se fait. Les petits clubs, souvent, ils se nourrissent de la vente des joueurs. Et ici, le problème au Sénégal, c'est que nos grands clubs, nos soi-disant grands clubs, ne font pas dans la formation. Par exemple, imagine si le Giraffe avait en son sein un joueur comme Sagna qui a signé à Brûle, Amadou Sagna. Mais tu le vends, normalement, ça peut couvrir énormément de dépenses pour le club. C'est le cas au Casa Sport avec leur avant-centre là. C'est le serpent qui se mord la queue parce que souvent, le président de club qui investit son argent récupère l'argent du transfert. Et c'est là où je disais, moi qui ai mis de ma poche, donc l'argent. Et c'est là où je disais qu'il n'y a pas de transparence dans la gestion. Et c'est pas une question de transparence, c'est que il y a un empêchement. Il n'y a que ça. C'est le mode de fonctionnement. Aujourd'hui, le club sénégalais, c'est le président qui le fait, la majeure partie. Il faut quand même dire que il y a certains clubs qui ont eu un bon modèle de fonctionnement. Et Djambar, Génération Foot, même le Giraffe dans une certaine mesure, l'US Gorée, ça quand même. On voit que c'est un modèle de professionnalisme, mais ce n'est pas tout le monde. Et ensuite, si nous devons faire une évaluation, il faut qu'on ait le courage de nos options. Les options, un club qui ne peut pas faire du professionnalisme, il doit être le bienvenu chez moi. C'est aussi simple. C'est aussi simple. Quand même s'il faut arriver, comme vous l'avez dit tantôt, à 10 clubs, mais 10 clubs qui ont un football solide, qui ont une organisation solide, et qui seront encadrés par l'État. Mais qui doit prendre cette décision, en fait? Cette décision courageuse. C'est une décision concertée. C'est pourquoi la pression ou tout ça ne peut pas donner. Ce qu'il faut, c'est aller vers des discussions franches avec l'État du Sénégal. Et je pense que le ministre des Sports a déjà fait une déclaration pour montrer toute son ouverture. Mais on se rend compte que maintenant, de nos jours, nos clubs qui vendent le mieux au Sénégal, ce sont les clubs amateurs. Je ne sais pas, on en parlait l'autre jour. Les Cayor Foot, Oslo, Darussalam. On se rend compte que ce sont eux maintenant qui forment les futurs stars de football sénégalais. En réalité, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Parce qu'il y a un effet domino. Quand un garçon habite à Harial, à Grand Yoff, je sais qu'il y a Life Darussalam là-bas. En moins d'1 an, en moins de 2 ans, il y a 5 ou 6 gamins qui ont joué en équipe nationale cadette des juniors et il y a 5 sont partis. Mais il dit avant que j'aille dans un autre club où bon, je vais peut-être faire 5 ans sans partir, il vaut mieux que j'aille dans cette académie où, en plus de pouvoir aller faire des tournois en Europe, il y a une possibilité qu'on me cherche une poste de sortie pour aller. C'est aussi simple que ça. Mais maintenant, la vente des joueurs n'est pas la seule source de revenus des clubs professionnels. C'est ça que je disais à la base, au début de la discussion. Il faudrait que les gens repensent cette ligue professionnelle-là. Mais sinon, on va tourner en rond, ainsi de suite. Tout à fait. Et donc, par rapport à la saison, vous disiez tout à l'heure que la semaine prochaine, vous vous réunissez pour fixer les dates officielles. Bon, on sait que peut-être on aura une impasse maintenant. Non, il n'y en aura pas. Il y a quand même eu une discussion entre le président de la Fédération sénégalaise de football et le bureau de la Ligue de football professionnel. Ils se sont entendus sur un certain nombre
On peut avoir la prime, non, mais qui seront conformés au comité exécutif. Moi-même, je n'étais pas à cette réunion, donc je saurai la teneur. Je saurai la teneur à cette réunion du 4 et je pense que nous tous, nous avons intérêt, même si nous dépassons ce problème conjoncturel, de réfléchir véritablement et d'avoir le courage d'aller vers des réformes. Parce que si on règle le problème peut-être pour cette saison, il va se reposer l'année d'après. Donc est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas s'arrêter, carrément arrêter le championnat il faut se souvenir, les choses. Quand on mettait en place le football professionnel, il n'y avait pas de fonds de la Coupe du Monde ni de la Coupe d'Afrique. Donc si les gens avaient pensé en ce moment-là mettre en place le football professionnel, ils se doivent de réfléchir sur les ressources de financement de ce football-là. Et c'est pourquoi il ne faut pas fuir devant. Moi, je n'ai pas l'habitude de fuir devant mes responsabilités. Je dis que cette question doit être encadrée autrement. C'est-à-dire que chacun des partis responsables, la fédération, la Ligue de football professionnel, l'État, qu'on s'assoie autour d'une table et qu'on fasse le diagnostic et pour trouver. Et le premier des chantiers, c'est le chantier textuel. Et il faut que cette sélection naturelle quand même se fasse. Ceux qui peuvent restent, ceux qui ne peuvent pas quand même. En amateur, c'est aussi simple que ça. Voilà, donc le rapport fait des ligues pro via le championnat national. Bien sûr, c'était le premier point de ce débat. À présent, on va parler du bilan de la saison pour les équipes nationales à Ablaye Sow, avec donc les résultats de ces équipes nationales. En senior, on a eu une place de finaliste pour cette CAN 2019 et bien sûr le point du classement, la première nation africaine au classement FIFA. Côté junior, le Sénégal a été finaliste aussi de la CAN 2019 avec donc cette finale perdue contre le Mali, c'était au Niger, et puis une place de quart de finaliste en Coupe du Monde. On a été récemment, je pense la semaine dernière, médaillé de bronze aux Jeux africains. Et puis en perspective, on a la participation à la Coupe du Monde U17 au Brésil avec les cadets, avec tout ce qui s'est passé. Voilà. Vous aviez introduit un recours contre la Guinée-Conakry qui avait fait des fraudes sur l'âge sur 2 joueurs et vous avez eu gain de cause. Alors, Salif, c'est plutôt un bilan flatteur, mais au finish, palmarès, 0 trophée. Oui, un goût d'inachevé, un goût de sangré. De football qui compte, je pense, on a envie qu'on fasse partie des footballs qui gagnent. Parce qu'il y a le potentiel qui est là, on a d'immenses joueurs quand même. Il faudrait qu'on franchisse ce cap-là. On pensait qu'effectivement en 2019 ce serait le cas. Malheureusement, ça n'a pas été là. Oui, c'est un goût vraiment d'inachevé cette année. Alors, Ablaye Sow, on se glorifie de ce parcours, en tout cas, de ce résultat. J'ai bien aimé votre titre. Vous avez dit année face ou bien toujours on court derrière le trophée. Moi, je préfère tenir le deuxième. Parce que quelles que soient les finales jouées, l'histoire ne retiendra que ceux qui ont gagné. Et il faut aller vers ça. On pouvait dire, oui, le travail a été bien fait, mais on peut mieux faire. Et mieux faire, c'est le trophée. Il faut que nous continuions à aller le chercher. Et ça ne passera que par un travail soutenu, par un travail organisé et par un travail dans l'unité. Mais quand on se rend compte qu'on vient de perdre 5 finales d'affilée, quand même, toutes catégories confondues, quand même, quelque part, on se pose des questions. Oui, ça fait mal, mais cher. Il aurait été plus à table de perdre une finale que d'être éliminé au premier tour. Il est évident qu'aujourd'hui, on est dans une position de finaliste, de deuxième en Afrique. Fondamentalement, ce n'est pas un mauvais résultat. Mais je dis qu'on ne peut pas s'en plaire. Mais à un moment donné, si tu ne progresses pas forcément, c'est l'inverse. Non, nous sommes dans le champ de la progression. Cette progression ne s'est pas encore arrêtée. Nous sommes dans le champ de la progression. Il y a quelques années, nous n'étions pas à ce niveau. Aujourd'hui, le Sénégal est considéré comme une référence dans le football des jeunes en Afrique. Depuis 4 ans, 5 ans quand même, nous sommes présents au plus haut niveau. Tantôt, Manfato a parlé de la qualification des U17. C'est vrai, c'était obtenu sur le papier, mais tout le monde savait que nous méritions cette place. C'est pourquoi la fédération s'est battue sur cette question. Même si, entre parenthèses, je vous dirais que la Guinée a dit officiellement de ne plus les appeler Guinée-Conakry. Alors, c'est pour vous dire que, cher, il faut saluer les progrès qui ont été faits, les progrès dans l'organisation, les progrès dans les résultats. Et ne pas simplement se limiter à ces résultats-là et travailler à ce que le Sénégal, en 2021, limiter à ces résultats aussi passe par un bilan par rapport aux compétitions dont on sort. Et j'ai l'impression qu'au Sénégal, même vous au niveau de la fédération, parce qu'on a été en finale par rapport, par exemple, à l'équipe A du Sénégal,
on fait table rase, on ne parle pas de bilan parce que jusqu'à présent, ça fait plus d'un mois que la compétition est finie. On ne parle ni de bilan financier ni de bilan technique. Et surtout technique. Non, du tout. Bilan financier comme technique. Il n'y a pas eu une compétition au Sénégal où la fédération est revenue sans faire un bilan financier et un bilan technique. Il n'y en a pas. Mais nous avons nos instances. Nous avons notre comité exécutif et après nous avons notre assemblée générale. Nous sommes l'une des rares fédérations qui tient régulièrement ces assemblées générales d'information et dans lesquelles nous faisons tous les bilans. Maintenant, il est clair que nous ne pouvons pas fonctionner comme un organe de l'État. Il y a des règles de fonctionnement auxquelles nous sommes astreints. Et nous avons, j'ai dit tantôt que revenant de la Coupe du Monde, le comité exécutif avait arrêté des principes d'utilisation de ces fonds. Le premier principe, c'est les clubs. Le deuxième principe, c'est l'investissement dans les infrastructures. Allez aujourd'hui à Grève, comme à Touba Abdallah, vous verrez les changements. Mais nous avions même dit qu'il fallait accompagner aussi l'État, par exemple, à la prise en charge du stade Demba Diop. Et la FIFA nous avait obligé, nous avait notifié une mise en garde pour nous dire que nous ne pouvons pas mettre l'argent de la fédération ou l'argent qui nous vient de la FIFA dans un stade national qui est sous la responsabilité de l'État. Mais pouvez-nous accepter qu'il y ait un accord entre l'État et la fédération? Et cet accord-là, le chef de l'État lui-même était partant. Et nous attendons cette formalisation pour démarrer ce que nous pouvons faire au niveau du stade de Demba Diop pour en faire un bijou. Et la FIFA avait accepté d'accompagner. Et le reste maintenant... Le bilan technique. Oui, et le reste maintenant, c'est le bilan technique. Le bilan technique passe par le rapport de l'entraîneur et le rapport du directeur technique. Le mercredi prochain, le mercredi 4, à la fin de la réunion, il y aura beaucoup de vous pourrez avoir les sujets sur ça parce que nous recevrons et le rapport technique, et le rapport financier, et le rapport de tous ceux qui ont eu des responsabilités le mercredi prochain, le 4. Et tous ceux qui ont eu des responsabilités dans la fédération déposeront le rapport et ces rapports seront discutés en comité exécutif, adoptés en comité exécutif, après présentés à l'Assemblée générale. N'est-ce pas paradoxal que les équipes nationales se comportent bien sur le continent et que nos clubs n'arrivent pas à intégrer les phases de poule pour parler justement du problème qui lie la Fédé et la Ligue? Justement, c'est ça le paradoxe. Le paradoxe, c'est de voir aujourd'hui, mais c'est aussi lié au phénomène de la mondialisation du football. Même si nous n'avons pas des clubs ici qui peuvent encadrer et nourrir leurs joueurs, ces joueurs-là peuvent bénéficier de l'expertise internationale et jouer ailleurs et revenir au niveau de leur pays. Donc c'est l'effet de la mondialisation dans un premier temps. Mais ce phénomène, je pense, il est beaucoup plus parlant chez les jeunes parce que quand même, l'équipe U20 qui a joué la finale au Niger des championnats d'Afrique, c'est une équipe à 80% composée de joueurs locaux. Il y avait quelques professionnels et d'ailleurs ils n'étaient même pas titulaires. Mais c'est des joueurs qui jouent dans ce championnat sénégalais et surtout dans ces académies dont on parlait tout à l'heure, Dar es Salaam, Oslo. Non, et c'est ce qui dit que, ce qui nous montre que normalement nous avons des joueurs capables de nous imposer en Afrique, mais finalement, je ne sais pas, à cause du manque d'organisation ou bien de ces talents qui sont éparpillés. Oui, mais nous avons déjà fait le diagnostic, cher. Le problème fondamental de nos clubs, c'est la question des moyens. Les ressources humaines sont là, mais il n'y a pas encore suffisamment de moyens pour tenir la dragée en Afrique. Et c'est pourquoi d'ailleurs, même au niveau de la petite catégorie, nous voyons que depuis quelques années au Sénégal, certains joueurs émanent des petites catégories et arrivent jusqu'à la sélection A. Ce n'est pas toujours le cas en Afrique. Parce qu'au Sénégal, nous avons réglé une question, en tout cas nous sommes sous la voie de le régler, c'est de conformer nos états civils à nos joueurs. C'est d'essayer le maximum possible. C'est un gros chantier. Oui, c'est un très gros chantier. Mais ça commence à donner ses fruits. Et je pense que des joueurs comme Crépin doivent être un dernier point avant de passer au cas du beach soccer, c'est l'absence de match pour cette trêve internationale. On vous reproche d'avoir choisi la facilité. Vous n'avez pas voulu, vous n'avez pas anticipé, vous êtes resté encore une fois sur cette finale. Vous dites qu'il ne faut pas se contenter de cette place de finaliste, mais on a l'impression que après cette place de finaliste, on prend des congés. Pas du tout. Vous savez, aujourd'hui, le Sénégal ne peut pas manquer un adversaire. Nous sommes sollicités de partout. Mais vous ne voulez pas mettre l'argent? Non, pas du tout. Ce n'est pas une question d'argent. Il y a des pays aujourd'hui qui nous demandent, qui peuvent même nous payer. Parce que quand même, nous sommes vice-champions d'Afrique. Des pays sont prêts à nous payer pour jouer. Donc, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas une question d'argent. Nous avons discuté avec l'entraîneur sur ces questions-là. Nous avons appelé l'entraîneur au cours de réunion à laquelle j'ai participé. Il y avait le président Senghor, il y avait le président Saher et moi-même. Nous avons interrogé l'entraîneur qui nous a dit si c'était que moi, j'aurais reposé les joueurs. On a joué à un rythme infernal ces derniers temps. Et là aussi, c'est une vérité évidente. Oui, mais l'entraîneur lui-même, Mamfatou le rappelait lundi passé,
on se rappelle, il y a 3 ou 4 ans, il avait bénéficié de ce genre de fenêtre internationale pour jouer un match en Amérique du Sud avec des joueurs qui finalement sont devenus cadres dans cette équipe nationale qu'il a. Et pourquoi pas le faire avec Serigne Saliou Dia ou un autre? Attention, sur les dates FIFA, il y a quand même des normes et des règles. Et le pays qui a besoin de vous a besoin de votre équipe A. Ce n'est pas il y a 5 ans. Mais vous aussi, vous pouvez chercher. Attendez, mais vous allez rencontrer qui? Vous pouvez chercher. C'est-à-dire aujourd'hui, si nous devons entrer dans ce schéma-là de préparation, nous sommes toujours dans cette logique de préparation. Mais il faut aller aussi, nous avons un standing à défendre. Si aujourd'hui nous présentons une équipe, comme vous le dites, d'évaluer. Le Sénégal peut se payer le luxe de reposer tous ses titulaires. De reposer tous ses titulaires et d'avoir une équipe compétitive. Non, en fait, c'est pas ça. Est-ce que l'adversaire va accepter ça? L'adversaire vous sollicite. Oui, mais tu cherches un adversaire qui non, en fait, non. Là où on a, c'est Bamfadou qui dit ça tout de suite, il faudrait que les gens changent. En fait, la France, je prends l'exemple de la France qui est championne du monde. On sait pendant 5 mois, 6 mois quels seront ses adversaires. Il faudrait que le Sénégal revienne à ça. Nous sommes les numéro 1 en Afrique. On a de très grands joueurs. La Colombie qui préparait la Coupe du Monde 98 avait joué contre les Cherdoy. Non, 2014, c'est pas 98. 2014, oui. 2014, oui. Contre les Cherdoy, les Famara Diédhiou, je ne sais pas, ce pas des adversaires. Mais maintenant, tu permets, Ablaye, il ne faut pas monopoliser la parole. C'est-à-dire que vous avez évoqué une question qui me paraît aussi importante. Oui, d'accord, mais vous avez le temps de répondre, peut-être. Vous avez comparé à la France, à tel pays. Mais attention, en Afrique, nous sommes encore à cette situation. L'Algérie est en train de chercher des matchs amicaux pour le mois d'octobre. Alors que nous, presque, nous avons déjà un match ficelé pour le mois d'octobre. Oui, parce que vous avez un mois d'avance, c'est normal. Le Maroc nous a sollicité pour le mois de septembre. Donc, par conséquent, c'est aujourd'hui lié au calendrier africain. Est-ce que par rapport à votre standing, vous pouvez vous passer de trêve internationale? Vous parlez de questions de standing. Le Sénégal, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des titulaires, il y a un groupe de 23, mais le Sénégal regorge de joueurs aussi qui tapent à la porte de cette équipe nationale et qui mériteraient d'être vus. Vous oubliez aussi le calendrier international auquel nous sommes soumis, même au niveau des autres équipes. L'équipe U23 locale va jouer le tournoi Fox Sport en fin septembre. Nous, en U20, en équipe locale, nous nous préparons pour jouer contre la Guinée le 20 septembre. Il va falloir tous ces matchs-là les préparer, les jouer. Nous sommes partis chercher un match amical en Gambie. Ça aussi, c'est un match, non? Nous sommes partis jouer un match amical en Gambie. Nous sommes en train de nous préparer pour jouer contre la Mauritanie. Mais ça, c'est des matchs amicaux aussi pour ces équipes-là. Non, il ne faut pas aussi les sous-estimer. Les matchs amicaux, ils existent. Il ne faut pas dire que pour les autres joueurs, les fenêtres de l'équipe A, c'est l'équipe A. Mais les autres dates, nous sommes en train même de d'autres dates pour jouer des matchs amicaux. Je pense que dans cette équipe nationale A qui était à la CAN, tu peux enlever au moins 5 joueurs, les reposer, on peut comprendre. Mais quand même, ils n'étaient pas tous fatigués quand même. Parce que déjà, il y a des joueurs qui ont écourté leurs vacances uniquement pour aller pouvoir compétir en club. Ça veut dire qu'ils les joueurs n'ont pas eu même de vacances, en vérité. Oui, ça veut dire que les organismes tenaient. Mais des joueurs qui sont épargnés de vacances, qui ont été sollicités autant de fois par la nation, et ensuite qui sont sollicités aussi par leur club. Il nous fallait arriver à un compromis, et nous avons pensé, vous pouvez penser autrement, mais nous avons pensé que pour l'intérêt du Sénégal, il le fallait. Moi, je peux le comprendre, ça peut se défendre, mais aujourd'hui, le Sénégal qui prétend, qui veut être une grande équipe, une équipe qui va passer d'un football qui compte à un football qui gagne, il faudrait un calendrier, il faut un agenda. L'agenda, c'est quoi? Au moins 6 mois, le Sénégal peut se permettre ça, comme Ablaye. 6 mois, que le Sénégal sache au moins sur 6 mois quels sont les adversaires lors des fenêtres internationales contre lesquels on va jouer. Peut-être que 6 mois derrière, on ne savait pas qu'on allait jouer la finale. Mais non, vous savez, vous êtes en train de faire de la maïeutique. Vas-y. Non, moi je suis dans le réel. On est dans le concret. Non, moi je suis dans le réel. Et le réel, c'est qu'aujourd'hui en Afrique, nous peinons à maîtriser les calendriers de nos équipes nationales A. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Le calendrier international est le même pour tout le monde. Non, je n'ai pas dit le calendrier international en termes de tournoi. Non, je parle de fenêtre internationale, c'est pour tout le monde. Match qu'il faut programmer. Que ça soit le Maroc, que ça soit le Maroc, que ça soit l'Algérie, parce que les offres évoluent. Et les offres évoluent. Et lorsque les offres évoluent, vous êtes tenu d'en tenir compte. Ça, c'est un problème. Je n'ai pas parlé de calendrier international qui est arrêté depuis 5 ans. Le calendrier, on le connaît. Les dates FIFA, on les connaît. Mais remplir les dates FIFA relève de notre combat. Très bien. Mais justement, le dernier point sur lequel on va s'arrêter, c'est le standing de nos adversaires.
quand vous avez des équipes marocaines qui affrontent l'Argentine, le Brésil, le Sénégal, Liechtenstein, j'arrive même pas à prononcer. Pourquoi on n'arrive pas à avoir des adversaires de calibre? Parce que c'est une question aussi qui revient. Le Maroc qui a eu l'Argentine. C'est éliminé par le Bénin. Voilà le problème. Vous défendez un standing ou pas? Non, attendez. Non, vous avez dit que le Maroc a eu des adversaires, etc. Oui, le Maroc a joué l'Argentine, mais a été éliminé par le Bénin. Voilà la réalité. Oui, non, mais c'est une réalité parmi tant d'autres. C'est une réalité parmi tant d'autres. Je suis d'accord qu'il faut varier l'offre. Mais l'adversaire dépend de ce que l'entraîneur veut comme travail. Parce que durant ces fenêtres-là aussi, il y a un travail technique à faire. Mais nous sommes convaincus qu'il faut diversifier l'offre en jouant tous les niveaux. Et je pense qu'au mois d'octobre, les Sénégalais seront satisfaits. Moi, je suis convaincu que pour faire progresser cette équipe-là, il faudrait faire un agenda de rencontre internationale. Parce que nous venez sur cette question. Parce que c'est une question extrêmement importante pour moi. Vous êtes dans la virtuose. Non. Parce que c'est ce qui se fait dans les grandes fédérations internationales. La France, moi je parle de France, quoi. Mais les Français, ils ne sont pas plus intelligents que nous. C'est pas une question d'intelligence, il ne faut pas se complexer. Non, c'est pas les mêmes moyens. Un Nigeria, Brésil, par exemple. Mais le Sénégal peut décrocher de gros adversaires. Il ne parle pas de ça. Oui, non, mais c'est ça que je dis. Ça fait partie aussi de la préoccupation. Il faut demander et faire un agenda. Il est possible. Il a dit, il y avait des adversaires qui ont sollicité le Sénégal avant la CAN pour cette date de... Non, je n'ai pas dit ça. Non. Il y a des gens qui demandent sur la table, sur les fédérations, les tables de fédérations africaines. On sait qu'il y a plein de demandes. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, les matchs, par exemple, cette fenêtre internationale, en Europe, ils seront en compétition officielle. C'est pas comme certaines. En Afrique même, certains seront en compétition officielle. Le cas de la Gambie, qui va jouer contre l'Angola pour les préliminaires de la Coupe du Monde. Il y a beaucoup de. Mais donc, il faudrait que l'agenda est clair. On est une grande nation de football. On a une équipe moitié avec nous. Il y a beaucoup de sélections nationales en Afrique et en Europe qui ont le même équipe moitié. Je pense qu'il y a des centres de procédés qui sont faits. Je pense que le vice-président doit prendre en compte juste cette proposition. Non. Comme vous voulez tout le temps vous améliorer et faire les choses de mieux en mieux. Je suis parfaitement d'accord. Mais je dis encore que moi, je suis dans le réel. Mais dans le réel, c'est possible. Mais laissez-moi terminer. Les gens ne sont pas dans la théorie. Mais je n'ai pas dit autre chose, cher. Il faut aussi considérer. Mais quand vous dites qu'on n'est pas dans le réel, ça veut dire que ça relève de l'impossible. Je suis dans le réel, ça veut dire quoi? Je connais certaines contraintes qu'ils ne maîtrisent pas. Certainement. Cette contrainte-là, en France, au Brésil, le Brésil ou la France, durant 4 ans, ils ont leur programmation. Et ces programmations changent aussi. Les contraintes, il ne peut être qu'économique. Absolument. Il y a des contraintes économiques, mais aussi les Européens, ils nous sollicitent en fonction de nos résultats. De nos résultats, que ce soit le Cameroun, que ce soit le Sénégal, que ce soit l'Algérie ou le Maroc, tous aujourd'hui courent derrière des adversaires pour le mois d'octobre. Très bien. Mais vous avez déjà quel est votre adversaire du mois d'octobre? Et le match se jouera où? Au Sénégal, à l'étranger? Au Sénégal, je peux vous dire que c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible à l'état actuel. On a le stade Lat Dior, hein? Oui, mais le stade Lat Dior, c'est le match de la dimension que vous souhaitez. Très bien. Alors, on va parler à présent. Ce que je peux dire, au moins, nous sommes sur la bonne voie pour finaliser un match de haut niveau pour l'équipe nationale du Sénégal. D'accord. Un pays européen, africain, sud-américain? Non, je ne suis pas à l'école élémentaire où on joue au devinette. Je pose une question. On va parler. Il est dans la réalité. On va parler à présent de beach soccer, cher Tidiane. Là aussi, il y a pas mal d'échéances pour cette équipe nationale. Avec plusieurs échéances même qui attendent les Lions en regroupement en interne depuis un mois. Les mondiaux du Qatar qui vont se dérouler du 11 au 17 octobre et la Coupe du Monde prévue au Paraguay au mois de novembre. Le capitaine Alseni Ndiaye, on en parlait à Mamadou Ndiaye et Khadim Sissé. Nous sommes en stage presque il y a un mois, donc on est 18 heures. Donc d'ailleurs demain on va reprendre le travail du lundi au vendredi, se reposer le samedi et le dimanche pour reprendre encore le lundi. Donc en ce moment on est 18 heures, mais la liste officielle ce sera 12 heures. Donc on est là, on travaille parce qu'il y a 2 Coupes du Monde. Donc le premier on a fait le tirage, donc on partage la poule avec l'Iran, le Paraguay et l'Ukraine. Donc ce sera une poule très disputée parce que l'Iran et l'Ukraine ont partagé la même poule lors de la Coupe du Monde en 2013. L'Iran on les avait battus 5-3. Non, l'Iran nous avait battus 5-3 et l'Ukraine on les avait battus 5-4. Donc ce sera des matchs de revanche. Et 2 matchs de poule. Donc ce sera 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 2 matchs de poule. Donc
Et encore une fois, la poule donc, sera très disputée. Donc, le premier de chaque poule se qualifiera directement en demi-finale. Nous sommes Voilà, Alseyni Ndiaye, capitaine de l'équipe nationale de beach soccer, là également une question qui taraude l'esprit des Sénégalais et bon, des observateurs aussi. Cette frustration que traîne l'équipe nationale de beach soccer qui est 5 fois championne d'Afrique et qui court toujours derrière une réception au palais ou au ministère avec des primes, alors qu'on a eu une équipe finaliste basket, même si j'aime beaucoup les filles, qui a perdu sa finale, qui a eu droit à 10 millions de primes. Et ça, est-ce que ce n'est pas un dossier que vous devez défendre en tant que membre, en tant que fédération, instance fédérale? Bien, que le chef de l'État reçoive des Sénégalais méritants, on doit toujours y travailler. Mais aussi le chef de l'État a un calendrier. Il ne faut pas aussi comparer ce qui n'est pas comparable. Les niveaux ne sont pas toujours les mêmes. Mais je suis parfaitement d'accord avec vous pour avoir accompagné moi-même cette équipe lors de la dernière Coupe d'Afrique, que c'est une équipe qui mérite plus de considération, plus d'égard de tout ce qui incarne la nation. Ça, je suis parfaitement d'accord. Maintenant, nous faisons aussi avec nos moyens. La fédération a toujours accompagné cette équipe de beach soccer par des primes qui ont été régulièrement payées. Oui, mais quand même, c'est vrai que toutes les disciplines ne sont pas logées à la même enseigne. Mais quand même, là, on parle d'une équipe, donc groupe, qui est constant dans la performance et depuis pratiquement une décennie. Mais quand même, je suis parfaitement là, bon, ne serait-ce que cela, quand même, c'est des gens qui méritent d'être récompensés pour tout le travail qu'ils ont effectué pour la nation sénégalaise. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Pour cette question-là, d'accord. Salif, en fait, c'est une hérésie. En fait. C'est de l'injustice. Et ça ne semble gêner personne. Non, ça gêne. Si, ça gêne. Pour la première fois, vous me mettez devant une question où j'ai l'embarras de la réponse. Ça n'arrive pas souvent. Je considère que cette équipe-là, ces jeunes-là, méritent d'être soutenus par l'État du Sénégal. Et pourquoi pas la fédération? Mais je dis, vous avez de l'argent? À la limite de nos moyens, nous sommes en train de faire. Ils ne se sont jamais plaints de la fédération. Je ne veux pas là à divulguer le nombre de primes. Vous payez des primes à cette équipe? Mais c'est clair. Il n'y a pas une seule compétition où, même s'ils sont en demi-finale, ils n'ont pas reçu de primes. De la fédération, pas de l'État. De la fédération. Et toutes les préparations d'abord en amont ou d'amont en avant. Un tour de table, c'est bien sûr Sadio Mané qui, contre Burnley, donc n'a pas aimé du tout l'attitude de Mo Salah. Vous pouvez voir les images en même temps. Pour ceux qui ne l'ont pas déjà vu, je crois que ces images ont fait le tour du monde. Donc l'attaquant, non seulement était énervé parce qu'il y avait une passe possible de la part de l'Égyptien, il ne l'a pas fait. Voilà, c'est ce qu'il explique. Et derrière, il se fait aussi sortir par Jürgen Klopp. Et je pense que le fait d'être remplacé ne lui a pas vraiment plu. Alors, Salif, est-ce que vous trouvez que la réaction de Sadio Mané était excessive ou elle se justifie? Je pense qu'il a beaucoup pris sur lui, sur sa personne, par ces relations-là. Combien de fois les gens ont parlé des relations entre Salah et Mané? Ce n'est pas des relations aussi fluides. On a comme l'impression qu'il y a un qui profite de l'autre plus que ainsi de suite. Bon, maintenant, je pense que la frustration a atteint son comble. Et aussi, aujourd'hui, il ne faut pas se le cacher. Les deux sont des prétendants au titre de Ballon d'Or africain. Ça va arriver encore. Ah, on ne parle pas de Ballon d'Or mondial pour le coup. Il ne faut pas rêver. Hein? Non, on y arrive, mais le Ballon d'Or mondial, donc ça va déjà, par rapport à The Best, par rapport au meilleur joueur de l'UEFA, ça montre un peu la tendance, même si on sait qu'en 2013, Ribéry a été meilleur joueur de l'UEFA, mais il n'a pas été Ballon d'Or, France Foot. Donc oui, mais quand même, il y a cette rivalité-là. Quoi qu'on dise, c'est vrai, ils sont coéquipiers, il y a cette rivalité-là. L'autre a claqué deux buts contre Arsenal, je pense. Ça là, c'est un match vu par plus d'1 milliard de personnes. Sadio Mané a envie de briller, parce qu'il a été meilleur sur la saison 2018-2019. Il y a le titre de Ballon d'Or africain que Sadio Mané doit gagner. Alors, Abdoulaye Sow, qu'est-ce que vous pensez de cette réaction de Sadio Mané? C'est une première, c'est vrai qu'on le voit rarement sortir de ses gonds, mais là, il s'est quand même un peu lâché. Sadio est connu pour quelqu'un qui arrive à contenir ses frustrations. Qu'il arrive un jour à le refouler, ça peut arriver. Je considère que il l'a fait. Il faut accepter. Il a bien fait? Qu'il l'ait bien fait ou mal fait, c'est pas ça qui est important. L'important, c'est qu'il l'a refoulé, ce sentiment. Et ce sentiment-là, tout le monde l'observait.
Aujourd'hui, c'est un être humain, mais il faut savoir très rapidement dépasser cette étape. Il n'est pas connu dans ce genre d'image. Il est connu pour sa correction, pour son style. Certains même disent à travers son style que oui, il manquait de leadership, mais c'est mal connaître l'individu. Je considère qu'il va falloir très rapidement dépasser cette parenthèse et se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel sur l'excellent joueur qu'il est. Très bien. Vous pensez que Jürgen Klopp est un peu complice de cette situation? Je pense qu'il a de très grands joueurs. Il veut tirer le meilleur de ses... Mais est-ce que cette situation ne va pas faire produire l'effet inverse? En fait, aujourd'hui, il y a, vous savez, l'Angleterre, vous avez fait l'Angleterre, il y a des médias qui sont là pour ça, ils attendent ça. Ils vont mettre de l'huile, c'est sûr qu'ils vont mettre de l'huile sur le feu pour essayer de vendre. Hein. Il y a les tabloïds qui n'attendent que ça. Parce qu'on sait que c'est vrai, c'est des coéquipiers, mais c'est des rivaux. Ça, personne ne peut le nier. C'est des rivaux. C'est des rivaux. Ils visent la même chose. Le titre de meilleur buteur, certainement. On n'attendait pas ça de manière à ce niveau-là l'année dernière, en claquant 22 buts. Ce n'est pas un gars qui est très attiré par le but, mais il sait que les gens contestent. C'est important pour la vie d'un footballeur. Les statistiques. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, c'est vrai, il ne fait pas partie du trio, mais dans la tête des plus grands observateurs, aujourd'hui, il mange à la même table que les grands de ce monde du football. C'est aussi simple que ça. Très bien. Vraiment, je pense que quand même, c'est là où se situe vraiment le problème. Quand le football commence à devenir une histoire de statistiques. Parce que sur ce coup-là, c'est vrai, on est en train de blâmer Mohamed Salah, peut-être à juste raison. Mais moi, je blâmerais plus l'entraîneur qui l'a sorti et j'aurais préféré que ce coup de sang soit beaucoup plus le fait qu'il soit sorti de la rencontre que le fait de n'avoir pas reçu cette passe de Salah. Parce que quand même, en ce moment du match, Liverpool menait 3-0. Ouais. Le match était pratiquement gagné. Et c'était juste une histoire de statistiques entre deux joueurs. Il t'a pas fait la passe. Mais ok, il n'y a pas de problème. On passe à autre chose. Et en plus, Mané, il connaît Salah. Salah, qui ne le connaît pas? Salah, c'est... mais est-ce que ça ne s'est pas exacerbé, Diao, sur ces derniers temps? Parce que peut-être il y a un an, ça ne se voyait pas parce que justement Salah était au-dessus de la mêlée. Maintenant que Mané est rentré dans la course, ça devient de plus en plus dur pour le joueur égyptien. Du coup, il montre son vrai visage en réalité. Oui, mais c'est que le problème est que, comme je dis, Salah, il est comme ça. Salah, c'est pour cela que Mourinho n'a pas voulu de lui à Chelsea quand il débutait. Edin Dzeko a souffert de Salah à la Roma et il n'a pas été gardé à la Roma. Il a été vendu en Angleterre et il s'est éclaté dans un championnat extrêmement ouvert. Tout le monde sait que c'est un joueur selfish qui joue pour lui-même. Bon, mais quand même, je pense que c'est des choses qui peuvent se maîtriser. Et pourquoi pas demain, Sadio peut se retrouver dans la même situation. Mais c'est déjà arrivé d'ailleurs. Ouais, et c'est déjà arrivé. Ouais. Et donc, bon, je pense que quand même, ils doivent régler ça, sinon... Voilà. Mais si on poursuit ta logique, est-ce qu'ils vont marquer des buts? Si chacun essaie de jouer... Mais justement, c'est ça. Parce que le football, c'est un jeu d'abord collectif. Oui, mais quand même... C'est vrai, les gens ont besoin... Et puis, derrière tout ça, il y a aussi l'histoire des équipementiers. Salah, son équipementier, c'est les trois bandes. L'autre là, c'est New Balance, et ainsi de suite. Il y a tout ça qui compte, parce que l'argent après qui est derrière, tout ça là. Mais en plus, c'est que là aussi, on se retrouve dans une équipe où il y a 3 attaquants pratiquement qui sont au même niveau. Ce qui est différent, par exemple, d'un Cristiano Ronaldo à la Juventus ou un Messi au Barça. Messi, s'il ne te fait pas la passe, même s'il rate l'occasion, tu vas pas rouspéter. De même que Ronaldo. Mais là, quand même, c'est 3 mousquetaires. Ouais, non, mais bon, je pense que Sadio Mané est en train tout simplement de s'affirmer. Alors, on va faire un flashback puisque ce débat a été posé au Caire durant la CAN avec des Égyptiens interrogés à l'époque par Mamadou Ndiaye, Mouar Kharma et Mamadou Ahmed Niang, pardon. Voici leur réponse. ساديو ماني لاعب حريف ومعاه منتخب احسن منتخب تقريبا بينافس مصر هو السنغال وهو بيلعب في ليفربول. شكله ساديو عامل خط اصفر هنا ورقم 10 في ليفربول. buñ ne Égypte sa xel day dem ci international bi di Mohamed Salah buñ ne Mohamed Salah sa xel dem ci Sadio Mané ñoom ñaar ñu bokk équipe fële ca Liverpool ñoom ñaar nag seen firange nekk na waxtaan fii ci Caire. Mané ak Salah ñoom ñaar ñëpp ay joueurs yu mag lañ dañuy dimbale Liverpool et aussi gars yi li ñuy wax naan ay ñoom ñaar duñ passante yooyu yëpp ay waxi caaxaan la rek nee na Salah dafa gaaw Mané am expérience bu ko defee ñoom ñaar yooyu boo ko boolee ñaari compétence yooyu
da ngay dafay baax daal dañuy dimbali équipe bi bu baax. Salah moo tax muy seetaan football ak Abou Terika mu ngi sant Salah di ko ñaanal muy am taalluq daayiman. ñenn ñi dañu jàpp ne attaquant sénégalais bii de moom dafay fiir lool ci Mohamed Salah ñeneen ñi jàpp ne ñoom ñaar ñëpp amal nañu njariñ Afrique waaye war nañ gën a mën a jokkoo ci seen football ngir amal seen club njariñ. ساديو ماني لاعب مهم في ليفربول ولاعب مهم في السنغال وغاب الماتش اللي فات بس. Sadio Mané joueur bu baax la pour Sénégal joueur bu baax la pour Liverpool problème Sadio Mané mooy dafa égoïste quoi du passe. Salah wa Mané ñoom ñaar ñëpp ay joueurs yu baax lañ ay joueurs yu mag lañ mais journalistes yi ñoom ñooy jox jur xuloo seen diggante te ñoom ñaar ñëpp ay musulman lañ te dañoo bëggante mais daal nee na kii maanaam xëccoo dafa bokk ci football. بس الاثنين في الاول وفي الاخر liñ ci mën a jàpp Mohamed Salah ak Sadio Mané fonk nañ leen lool fii ci Caire boo tuddee seen tur rek ñépp ñu bëggu football dañuy daw wut si la di la won ni cofeel gi ñu am ci ñoom. Voilà, donc comme on dit, hein, chacun voit midi à sa porte. Les Égyptiens ont aussi leur avis. Alors, en plus de cet incident qui a eu lieu, est-ce qu'il n'y a pas un autre élément, Salif, qui peut irriter aussi Sadio Mané? On en a parlé, c'est son absence en fait du podium des récompenses internationales. Il y a eu le cas de l'UEFA, aujourd'hui encore le Best of FIFA 2019. Il n'y est pas et je vous propose, avant de réagir, d'écouter le coup de gueule de Habib Beye qui, lui, ne s'en remet pas. C'est un carton rouge parce que moi j'étais pas là quand vous en avez discuté. C'est un carton rouge contre ce prix UEFA pour une raison, de dire que l'Afrique existe, que les 3 meilleurs buteurs du championnat anglais ont été 3 Africains, que l'Afrique fournit aujourd'hui à l'Europe des joueurs d'exception, et quand j'ai dit des joueurs d'exception, on peut les citer dans le temps, Georges Weah, Samuel Eto'o, Didier Drogba, Yaya Touré, aujourd'hui Salah, Mané, et qu'il est pour moi scandaleux de ne pas voir ces joueurs-là dans les titres majeurs, et je peux déjà vous annoncer, on est au mois de septembre, rappelez-vous de cette phrase, on en parlera au mois de janvier, lorsque le Ballon d'Or sera décerné, on regardera le classement de Mohamed Salah, on regardera le classement de Sadio Mané, et on regardera le classement des Brésiliens, des Argentins, des Anglais, des Français, et ce jour-là, vous pourrez considérer que ce continent africain est complètement mésestimé, comme l'a dit mon ami Rémi, et qu'aujourd'hui, je suis désolé, c'est de la victimisation, mais on part avec 5 étages de retard par rapport à tous ces joueurs-là. Et malheureusement, il faut que nous, on puisse le dénoncer. Et je ne le dénonce pas parce que je suis africain, je le dénonce parce que le football a besoin du continent africain pour fournir des joueurs d'exception. Et je trouve que ne pas les voir dans ces trophées majeurs, surtout le remporter à l'image de Sadio Mané, pour moi, c'est scandaleux. C'est un carton. Je voudrais avoir la réaction de Ablaye Sow. Vous êtes dans ce milieu du football, vous êtes dans les instances internationales. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un 2 poids 2 mesures, alors que les premiers acteurs à faire le football, quand même, les Africains, ils prennent une grande part. Je ne suis pas loin de partager l'avis de Habib Beye. Pour la bonne et simple raison que je le constate à un autre niveau aussi. Regardez par exemple ce qui s'est passé avec la délégation générale à la CAF. Pour moi, c'est un scandale. De délégué général de la FIFA à la CAF. Pour moi, c'est un scandale. Pour moi, non, mais c'est incroyable que ça soit une Sénégalaise. Sur le principe, j'estime que la FIFA aurait pu soutenir la CAF avec une forme beaucoup plus respectueuse. Si on avait mis des délégués à l'UEFA, délégués à la CONMEBOL, j'aurais pu accepter valablement cette délégation générale à la CAF. Et c'est ça qui se perpétue dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a un combat que l'Afrique doit mener. Et que les pays africains doivent mener, qu'il y ait plus de justice, malgré ce qu'on déclare. Au-delà des déclarations, il y a quand même eu des pas qui ont été faits par l'Afrique, mais au-delà des déclarations d'intention, que dans les actes, qu'on respecte davantage l'Afrique, à travers son travail. Et c'est pourquoi, je dis, au point de vue politique, je considère que la FIFA nous a manqué de respect. Il y a un exemple d'ailleurs qui nous alerte aussi, c'est l'histoire des matchs qu'on arrête en France à cause d'insultes homophobes. Alors que tous les jours, les joueurs noirs subissent des insultes racistes, on n'arrête pas les matchs. Tout à fait. Et pourtant, ça fait un moment que ça dure. Donc, quelque part aussi, comme voilà, on est encore. Mais c'est toujours lié aussi au comportement de beaucoup de pays africains. Parce que si nous monnayons nos votes
si nous monnayons notre soutien, voilà ce que ça donne en résultat. Il faut que, quelle que soit l'étroitesse de l'étendue du pays, quel que soit le statut du pays au niveau du football, qu'on respecte le pays. Qu'on respecte le pays, ça veut dire qu'on nous considère comme des alter ego. J'ai été choqué de voir certaines situations. Et aujourd'hui, c'est sur le terrain. D'habitude, ça n'allait pas sur le terrain. C'est simplement au niveau des administratifs que ça se vivait. Et aujourd'hui, on le sent. C'est incroyable de voir qu'aujourd'hui... Ni Mané ni Salah. Et là, pour le coup, même Salah mériterait... Ce n'est pas juste. Moi encore, l'UEFA, le titre je peux comprendre, ça peut s'expliquer, mais au niveau de la FIFA, pour le best de la FIFA, quand même, Sadio Mané a été vice-champion d'Afrique. Ouais. Il a été co-meilleur buteur en Angleterre. Il a été vainqueur de la Ligue des Champions. Après, on met qui à côté? Qui devant lui? Van Dijk. Cristiano, il a fait quoi? Il n'est pas meilleur buteur en Italie. Non. Il a gagné que le championnat italien. Ouais. C'est vrai que Messi a été soulier d'or. Il a gagné la Liga. Il a gagné le... C'est pas la Ligue des Champions. Oui, mais mieux encore, il a fait quoi? Le tournoi continental. Argentine, quart de finale. Ils ont été éliminés. En Copa América. Demi-finale. Troisième classement. C'est ça. Mais l'autre a été finaliste quand même. Finaliste, son pays a été finaliste. C'est là, bon, l'UEFA, je me dis que je peux comprendre. Mais là, j'arrive pas à... Parce que je vais vous faire une révélation, c'est la première fois que j'en parle. Je fais partie du jury du football masculin, de la FIFA, de Best. C'est moi qui ai voté pour le Sénégal. J'ai été ahuri ce matin quand j'ai vu les résultats. Alors, donnez-nous les résultats. Il y a un gros écart? Non, je n'ai pas vu les résultats, les chiffres, mais moi, je me dis, j'ai parlé avec des personnes comme ça, bon, je connais, qui vont voter. Mais je me dis que Sadio Mané fera partie du trio de tête. Parce que fondamentalement... Mais Salif, quelque part. Oui, ça a déjà commencé. L'affaire là, ça a déjà commencé l'année dernière. Le meilleur joueur du championnat anglais l'année dernière, élu par les journalistes, je ne sais pas où les joueurs, c'était Van Dijk. Van Dijk et Sterling, je ne sais pas. Ça veut dire que là, ils ont déjà... Et ce qui est paradoxal, je continue dans le même sens, c'est Liverpool même qui fait la com sur Van Dijk. C'est ça le problème. Déjà, c'est le club qui le fait. Oui, d'accord. Donc, il y a problème. Et en plus, ce genre d'injustice dans le football-là, je pense que ce n'est pas la première fois qu'on le vit. Et Thierry Henry, qu'est-ce qu'il n'a pas fait dans ce championnat anglais en équipe nationale de France, mais il n'a jamais été ballon d'or. Eto'o aussi. Il n'a jamais été. Samuel Eto'o. On va parler des Africains. Moi, je pense à Eto'o, je pense à Drogba. C'est une personne de couleur. C'est vrai, quand même. Mais du coup, aujourd'hui, en fait, Salif, par contre, ce qui interpelle, c'est quand vous dites que c'est des votes. Ça veut dire que donc, aujourd'hui, malgré toutes les performances que Sadio fait, il y en a qui ne sont pas encore convaincus. Oui, mais pour le vote de la FIFA, c'est best parce que ça, moi, il y a beaucoup de jurys. Moi, je fais partie du jury masculin. Il y a le jury féminin. Mais aussi, vous savez, les entraîneurs votent, les capitaines votent. Et il y a un truc de fans. C'est toi-même qui disais que les fans n'ont qu'à aller voter Sadio Mané. Tu avais lancé un appel. Maintenant, est-ce que les fans sénégalais ont voté? Ça, c'est autre chose. Vous savez, bon, maintenant, il y a une péréquation par rapport au vote des fans, par rapport aux journalistes et les autres jurys. Il y a une question subsidiaire aussi, c'est le côté marketing, communication. Mais c'est clair, ça aujourd'hui, donner le titre à Van Dijk peut-être vous fait vendre plus de maillots que donner le titre à Sadio Mané. Non mais quand vous regardez sur les réseaux sociaux aussi, il faut le dire, il n'y a pas photo. Quand Salah poste une photo, c'est 1 million de likes. Quand Sadio Mané poste une photo, c'est 300 000 likes. Et aujourd'hui, il faut aussi dire qu'on est dans un monde où il faut savoir vendre et faire vendre. Mais quand on est allé en Égypte, il faut voir l'image d'un Salah. On ne peut pas dépasser quelque chose sans voir Salah. Partout, c'est ça là, ainsi de suite. Effectivement, ça compte, en définitive, ça compte. Ça compte fondamental. Par contre, Ablaye Sow a dit quelque chose d'important. Moi, j'attends que lui, en tant que vice-président de la Fédération et la Fédération sénégalaise de football, commence à faire, c'est vrai, mais que les gens posent ce débat-là, effectivement, de la responsabilité des dirigeants africains dans le football mondial. Ça, c'est un fait. Il faut vraiment que ça... On est 54 ou 53 fédérations. 54. Oui, il faudrait ça. C'est un poids. La FIFA appartient. C'est vrai que la CAF n'est pas membre de la FIFA. C'est les fédérations qui sont membres de la FIFA aussi. C'est ça. Mais maintenant, il faudrait que les gens prennent des décisions à ce niveau-là, des décisions fortes sur certaines choses pour faire évoluer la... Il y a des choses fondamentalement à changer. Il y a toujours des injustices dans ces cas d'espèce. Souvenez-vous au Sénégal qu'on est venu nous dire que le meilleur entraîneur, c'est
Hervé Renard. Alors que vous avez organisé les Caf Awards, beaucoup d'argent. C'est un paradoxe. Ça s'explique même pas sur le plan des résultats. Il y a des combats à mener. Il faut que, c'est pas seulement la fédération, c'est toutes les fédérations africaines qui doivent quand même porter un autre combat de notre place. Mais Ablaye, est-ce que vous pensez que l'aspect communication n'est pas absolument, je suis parfaitement d'accord. Communication et marketing une pierre angulaire pour tout ça. Tout à fait. Parce que je pense qu'il faut aussi revoir l'image aussi qu'on renvoie à nous. Il faut le retravailler, cette image, je pense. Il faut l'améliorer. C'est incontestable que sur ce terrain-là, nous avons encore du travail à faire. Et ce travail-là commencera par une volonté de s'adapter à ce qui se fait le mieux au monde. Il ne s'agit pas de... Ça, je vous demande de faire des agendas comme là. Oui, mais ça, nous avons des contraintes. Malheureusement, vous utilisez ces contraintes. Ces contraintes, c'est des contraintes matérielles qui sont réelles. Je vous souhaite un jour que vous soyez président de la Fédération sénégalaise, vous verrez que ce n'est pas aussi. D'accord, donc facile. Du coup, Sadio Mané, ballon d'or mondial, bon, africain, je pense que... C'est acté. Non, mais ça va continuer quand même. Les votes, on souhaite, on espère. Bon, jusqu'à présent, ça marche. Ça marche, mais maintenant, ça va continuer jusqu'en octobre. C'est en octobre que pour la CAF, les votes vont s'arrêter. En octobre ou en décembre, je ne sais plus. En octobre, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas encore fini. C'est pourquoi ça se presse. Okay. Ça se presse. C'est pourquoi il se presse. Oui, mais quand même, ça se presse. Mais en général... le baromètre, c'était la CAN. Quelqu'un qui est éliminé en huitième de finale chez lui, quand même, ne peut pas faire cette remontada spectaculaire. En fait, c'est les dernières manifestations. Il faut savoir ce qui se passe dans la tête d'un jury. Mais là, ça peut plus se comprendre pour le ballon d'or mondial. Sadio n'a qu'à performer. Et puis Sadio, il n'est pas largué à ce point. Non, il est devant. Aujourd'hui, si ça doit se juger aujourd'hui, même si Salah le devance de 5, 6 buts, 7 buts, je ne pense pas que ça va peser sur la balance. Vaut mieux, on ne sait pas qui. Je pense qu'il est largué quand même. Je pense qu'il est largué. Les Égyptiens sont très puissants au niveau de la CAF. Il va pas, même si on est en train de les diminuer un peu, mais ils sont très très puissants. Oui, mais quand même, s'ils gagnent, là. Voilà. Bon, c'était le dernier point à aborder avec nos invités. Merci Salif, merci Ablaye. Vous avez quelque chose à rajouter? Sinon, que vous remercier de m'avoir encore donné l'opportunité de m'exprimer sur des questions d'intérêt national concernant le football. Et je vous réaffirme encore une fois ma disponibilité à chaque fois que de besoin. Une petite question avant de vous libérer quand même. On n'en parle pas souvent, mais on va vers quand même, je sais pas, un match ultra important pour le football sénégalais. On parlait du football local et ce match Sénégal-Guinée. Quand même, ça fait des lustres que la Guinée nous barre la route pour aller jouer cette compétition. Mais là, quand même, c'est le moment où jamais, et surtout avec ce contexte avec la fraude sur l'âge, là, quand même, je pense qu'il faudra être prêt. Absolument, il va falloir continuer cette préparation que nous sommes en train de faire. Il y a quelques jours, nous étions en Gambie pour jouer un match amical. C'est important, c'est la deuxième fois que la Guinée nous empêche d'aller au CHAN. Et je pense que nous devrons réunir les conditions pour que ça ne se répète plus. D'autant plus qu'il y a un contexte aussi chargé. La Guinée nous reproche d'avoir utilisé la voie administrative pour les empêcher d'aller jouer en... Et c'est quand même... Nous avons toujours eu des cas de difficultés avec la Guinée sur ces questions d'âge. Ce n'est pas la première fois. C'est cette fois-ci que la CAF a pris ses responsabilités. Mais ce n'est pas la première fois. Que ce soit en équipe locale, que ce soit en U20, il y a quelques années, on a eu toujours ces problèmes. Il y a eu des cas sur lesquels nous avons eu des preuves irréfutables. Mais la CAF a fait fermer les yeux. Cette fois-ci, elle a décidé de bien regarder. Et je pense que cela va... Si jouer au moins... Cela va y mettre du sel. Cela va y mettre du sel. Ce ne sera pas facile. Le match retour, allez, c'est à Dakar, c'est le 20 septembre. Il va falloir véritablement mettre le paquet ici. Bon, je veux Dakar, parce que c'est à Thiès. C'est le 20 septembre. C'est le 20 septembre. On va jouer au moins 2 journées de championnat, on l'espère. Vous saurez la date le mercredi 4, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci Ablaye Sow. Salif, un dernier mot. Allez, c'est bon. Je pense que c'est bien résumé. Ça a été une belle émission et merci de l'invitation. Merci à vous d'y avoir répondu. On va vous raccompagner avec l'actualité du foot européen, cher Tigane. Ouais, marqué par un sans faute de Liverpool, malgré ces pseudo-problèmes entre ces deux stars. En Italie, Kalidou Koulibaly, héros malheureux du choc Juventus-Napoli. Et en Espagne, le Barça et Real tenus en échec. On voit tout cela avec Cher Sadou Diarra.
Liverpool continue son parcours sans faute en Premier League. Les Reds ont surclassé Burnley sur le score de 3-0 lors de la 4e journée. Des réalisations d'Alexandre Arnold, Sadio Mané et Firmino. Son rival, le champion sortant Manchester City, n'a aussi laissé aucune chance à Brighton. Une nette victoire 4-0 avec un doublé de Kun Aguero. Par contre, le 186e derby du nord de Londres s'est soldé par un nul 2 buts partout. Entre Tottenham et Arsenal, chaque équipe a eu sa mi-temps. Manchester United et Chelsea se contentent également du partage des points respectivement face à Southampton, 1 but partout, et Norwich 2 buts partout. En Serie A italienne, c'est carton plein pour la Juventus de Turin. Après 2 journées, les Bianconeri ont remporté le très disputé choc du week-end en Europe, devant Naples du malheureux Kalidou Koulibaly, auteur du but décisif contre son camp. Un succès au bout du suspense pour la vieille dame, 4-3. L'Inter de Milan suit le rythme en allant battre Cagliari 2-1, tandis que la Roma n'a pu récolter qu'un nul, 1 but partout, dans le derby romain face à la Lazio. FC Barcelone et Real Madrid, 2 grands d'Espagne, n'ont pu ramener de victoire de leur déplacement lors de la 3e journée de la Liga. Ils ont été tenus en échec par Osasuna et Villarreal sur les scores de 2 buts partout. L'Atlético Madrid à domicile a puisé dans ses derniers retranchements pour renverser Eibar 3-2. Pas de difficulté pour le Bayern de Munich dans la 3e journée de la Bundesliga. Les Munichois ont atomisé Mayence sur la marque de 6-1. Son rival Borussia Dortmund est victime de la plus grosse surprise du week-end. Un revers 3-1 infligé par le promu l'Union Berlin. Leipzig vainqueur à Mönchengladbach est le leader du classement avec 3 succès en autant de sorties. En France, l'Olympique de Marseille a fêté ses 120 ans d'existence en venant à bout de Saint-Etienne, 1-0. Son rival historique, le Paris Saint-Germain, porté par le duo Di Maria Choupo-Moting, a sans briller battu Metz 2-0. Ça va terminer au... Liverpool. Bonsoir Mamadou Ndiaye. Bonsoir Mme Fatou, bonsoir Cheikh, bonsoir aux téléspectateurs. Comment ça va? Ça va. Alors vous êtes en paix avec tout le monde? Oui. Sadio aussi a décidé de enterrer les hanches de guerre. On peut dire. Sadio Mané qui a publié une photo avec Mohamed Salah sur les réseaux sociaux. C'est juste pour montrer aux fans que voilà, il n'y a rien entre Salah et lui. Maintenant, le plus important aussi, Klopp l'a dit en conférence de presse, pour dire qu'il n'y a rien, c'est juste des choses qui arrivent. Dans le foot, très bien, sous le coup de l'émotion. Non, je pense que les réseaux sociaux commencent à avoir une incidence sur le comportement de ces joueurs, aussi bien du côté de Salah que du côté de Mané. À chaque fois, on envoie des messages, on critique l'autre, côté sénégalais, côté égyptien, ils font la même chose. Et les joueurs aussi. Ouais, ils ont des échos. Hein. Oui, vous parlez tantôt de la communication de ces 2 joueurs. Du côté de Salah, il a beaucoup de suiveurs, plus de 17 millions de suiveurs sur les réseaux sociaux. Mané aussi pareil, mais il est vrai que la population égyptienne est beaucoup plus nombreuse que la population sénégalaise. Maintenant, c'est des 2 joueurs qui sont très suivis, très connectés aussi sur les réseaux sociaux. Ouais, je pense qu'eux-mêmes, ils sont très connectés. Alors, on va parler d'un autre joueur sénégalais qui est en train de conquérir le cœur des supporters, Idrissa Gana Gueye. Oui, déjà 2 matchs seulement après son arrivée au Paris Saint-Germain, Idrissa Gana Gueye s'est déjà mis les supporters parisiens bien sûr dans la poche en raison de son dynamisme et de sa générosité dans les efforts. Les supporters ont même partagé leur enthousiasme sur Twitter, que ce soit Facebook aussi, bref sur les réseaux sociaux, eux qui attendaient depuis si longtemps un milieu défensif travailleur avec un gros volume de jeu. Ils ont même créé ou bien imaginé le duo Idrissa Gana Gueye et Verratti. Regardez. Pas mal, ça promet en tout cas. C'est au calme. Ouais, mais quand même, il ne faut pas aller trop vite en besogne. Qu'il les aide à passer le cap des 8e de finale en Ligue des Champions. Après, on en reparlera. Alors, on va parler... on a un peu parlé avant de Sadio et de Salah. Oui. On y revient avec un autre monsieur, un peu filou.
Firmino. Ça a créé le buzz sur les réseaux sociaux. La tension était donc très forte entre les deux joueurs à la fin du match, notamment dans le couloir menant au vestiaire. Une tension qui a beaucoup amusé leurs coéquipiers, surtout Roberto Firmino, comme vous le voyez sur les images. Regardez. Voilà, je me demande si Firmino ne va finalement pas bénéficier de cette rivalité. Oui, bien sûr, déjà, il a marqué 50 buts. En première ligue. Meilleur buteur de l'histoire, le buteur brésilien de l'histoire. De toute façon, rivalité ou pas, il fait le job et sa présence bonifie même le jeu de ses deux autres compères. C'est un joueur magnifique. Tout à fait, ouais. Alors, on va parler à présent de problèmes de racisme. Encore une fois, et cette fois-ci, c'est Lukaku qui en a été victime. Et cette fois-ci, c'est en Italie. Le match entre Cagliari et l'Inter Milan, 2 buts à 1, comptant pour la deuxième journée de la Serie A, a été tristement marqué ce dimanche par des cris racistes visant Romelu Lukaku. Ils ont retenti au moment où l'attaquant belge s'apprêtait à tirer un penalty. Regardez. It's Lukaku, and Lukaku's had a great deal of class. First to react the way he did, and second in that order to score the penalty. Inter lead by 2-1. Voilà, encore des cris racistes donc sur les terrains européens et Romelu Lukaku a réagi sur Instagram. Effectivement, il a donné sa réaction sur Instagram. Nous sommes en 2019 et au lieu d'avancer, nous reculons et je pense qu'en tant que joueurs, nous devons nous unir et prendre position face à ce problème afin de garder ce sport propre et agréable pour tous. Voilà, c'est malheureux. On termine avec un tweetos des supporters parisiens qui ont décidément beaucoup d'humour. C'est la rentrée scolaire aujourd'hui en France, une occasion pour les supporters parisiens de faire dans l'ironie. Regardez ce tweet. Victoire de l'OM contre le Paris Saint-Germain font leur rentrée en CE2 aujourd'hui. Ça veut dire déjà 8 ans. La dernière victoire de l'OM face au Paris Saint-Germain, c'était le 11 novembre 2011. Ouais, mais quand même, sur le tableau des records Guinness, là, vous Parisiens également, vous en avez. Et ils vont vous les ressortir. Bien sûr, quand l'occasion se présentera. Voilà, merci beaucoup Ndiaye pour les buzz du web. Joyeux anniversaire à nous, puisque le groupe Futur Média fête ses 16 ans. Happy birthday et many years pour qu'on vive ces plateaux enchantés. Voilà, merci à Vieux Diouf pour la réalisation. Merci à toute l'équipe technique. Excellente soirée, à la semaine prochaine. Au revoir.